Pourquoi et comment régénérer notre système de santé? Un petit mot sur la notion de régénération qui peut vous surprendre. On parlait d'ailleurs comme un peu... Enfin, tout le monde, on a été assez tôt dans ce processus-là de refonder. Et on est aujourd'hui à régénérer. Je vois d'ailleurs que le pouvoir public ont été sur la refondation et sont passés à la régénération. Je ne dis pas qu'on y est pour quelque chose, mais ils y sont aussi. Pourquoi nous, on parle de régénération, qui est un terme assez biologique? C'est que finalement, le choix, qui est un choix contestable, parce que c'est un postulat qui a été pris, c'est en effet de régénérer un modèle qui existe. Un modèle à la française, un système universel qui considère aussi important la liberté, l'égalité des chances que la solidarité, qui en fait un système ultra complexe, un système mixte, un système basé sur un financement solidaire de la sécurité sociale. Bon, tout ça, on considère que ça doit rester, qui est encore une fois un postulat contestable. Donc il faut régénérer un modèle de l'intérieur, comme nos cellules se régénèrent en permanence. Il y a plein de médecins dans la salle, je ne vais pas aller plus loin sur ce côté-là, mais on est quand même une machine assez incroyable où notre sang se régénère, nos globules rouges, tout du moins, je crois, tous les 4 mois, entièrement. Bon, oui, je crois que c'est Héraclite qui disait il y a 2500 ans, donc il en avait un peu moins de connaissances, c'est vivre de mourir, mourir de vivre. C'est que, oui, les systèmes ne cessent de mourir dans le temps. Encore une fois, les cellules sanguines, c'est tous les 4 mois, enfin, les globules rouges. Donc notre système de santé est en train de mourir. So what? Ça fait 30 ans qu'on pouvait l'anticiper. Comment voulez-vous que ce système perdure dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel il a été créé? On va y venir sur les défis. Mais tout ce que l'on dit là, et c'est ce qui est un petit peu, pour des citoyens lambda que nous sommes, un peu incompréhensible, de la part de ceux qui sont censés gouverner. Et gouverner, c'est quand même prévoir, c'est la base des choses. Tout était prévisible, tout. Bon, donc là, on ne peut pas dire, on est surpris. Bon. Donc, en effet, il faut régénérer l'existence sous une autre forme. Alors, avant de voir les solutions, les 5 défis. Prévisibles, il y a encore une fois 30 ans. Il y a un problème du fait que l'humain n'est pas au cœur du système. Pourquoi il n'est pas au cœur du système? Il n'était pas au cœur du système déjà avant. Hein, c'était une approche très organique, c'était une approche très médicale, très curative, mais c'était celle qu'il fallait avoir. C'était celle qui était adaptée au démarrage de la constitution d'un système. Hein, l'ensemble des parties, les parties sont liées et font qu'on s'occupe d'abord des malades. Bon, donc ça, c'est ce qu'il fallait. Donc, ce n'était pas l'humain, en fait, qui l'était. Des gens comme Jean Bernard ont beaucoup travaillé sur ça, disant « je ne soigne pas un malade, je soigne un homme », etc. etc. Bon, il y avait cette recherche-là, mais ce n'était pas au cas là. Mais là, on est véritablement dans un système qui va bien plus loin que de ne pas se centrer sur l'humain, qui maltraite l'humain. Donc on est évidemment sur quelque chose qui s'est dégradé de façon visible. Manque de reconnaissance, manque de respect, alors, qui ne considère pas l'humain dans un hôpital. Je prends l'hôpital, mais on peut prendre la ville. Je ne vais pas à chaque fois citer tous les secteurs. Hein. Pas une obsession sur l'hôpital, mais comme c'est le système le plus emblématique. Il y a un dysfonctionnement organisationnel, il y a un poids de l'administratif, de la hiérarchie, puisque on a, depuis 25 ans, on n'a pas rien fait depuis 20 ans. Et on a fait plein de choses qui vont dans le bon sens. Mais, on a fait une erreur originelle, et là je parle pour moi, pas pour l'Institut Santé, c'est 1996, les ordonnances qui disent maintenant il faut donner tout le pouvoir à l'État. C'est pas un hasard hein, si on est dans un système qui est devenu étatique, qui n'était pas du tout étatique dans ses fondations. D'accord ? C'est un choix politique d'un gars droit dans ses bottes qui dit « moi, je veux que l'État reprenne le pouvoir, l'administration de tout le système parce que je considère que ça coûte trop cher et que si l'État décide de comment on va soigner, ça va coûter moins cher. » Bien. Donc, arrière-plan, le modèle à l'anglaise. Sauf que, pas vous faire un cours sur les modèles, mais le modèle à la française, il n'a rien à voir avec le modèle à l'anglaise. Et qu'on peut aimer le modèle à l'anglaise, mais il n'est pas du tout adapté à une approche universelle des droits de l'homme, etc. C'est un modèle qui est purement basé sur le safety net, qui est il faut un filet de sécurité pour l'ensemble, il faut que tout le monde soit soigné, mais si vous voulez être bien soigné, dans de bonnes conditions, vous payez. Okay ? Si vous n'avez pas les moyens, vous vous contentez du minimum, donc ça coûte moins cher, 9% de PIB, au lieu 1% de PIB de moins en dépenses publiques. D'accord ? Mais ça, essayez de le mettre en France,
Vous n'y arriverez pas. Et on ne peut pas tellement s'en plaindre. Je ne dis pas que c'est bien qu'il coûte 2 points de PIB de plus, 1 point de PIB de dépenses publiques, 2 points de PIB de plus au total. Mais c'est un système de santé, c'est profondément ancré dans la culture d'un pays. C'est pour ça qu'on a suggéré de régénérer le modèle à la française. D'accord ? Il y a des injonctions contradictoires. Donc l'humain n'a plus tellement sa place dans la cause des visions uniquement techniques et bureaucratiques de la santé. Il est assez normal. Là aussi, c'est une logique implacable. Parce qu'après 1996, il y a eu 2009, celle qu'on voit toujours là, en train de commenter la vie politique, là, qui a dit une seule tête qui dépasse. Avec un président de la République qui a dit « Moi, je veux voir qu'une seule tête qui dépasse. C'est le comptable. Le reste, ils exécutent. » Ben, on a le résultat de ça. Il n'y a pas de hasard. Encore une fois. Et je mets des agences un peu partout qui, voilà, le vécu très bien des maires, mais voilà. Bon. Donc, et quand on va voir dans les solutions, parce que les solutions, il va falloir changer ça un peu. Oh là là, les ARS, vous voulez toucher aux ARS là. Enfin, attends, on a bien déstructuré le système il y a 10 ans, on peut peut-être le restructurer puisqu'on l'a mis par terre il y a 10 ans. D'accord ? Non mais je vous jure, parce que quand je vous dis les réactions, c'est quand même les difficultés qu'on a créées et les obstacles qu'on se met dans les croyances qu'on peut avoir dans la difficulté, qui n'est pas une difficulté, qui est simplement une décision politique. On va venir dans les Alors, la notion juste là, la notion d'innovation, prioriser les innovations, maximiser les bénéfices humains. Dans l'esprit comptable, l'innovation est un coût. Hein ? Donc, minimisons la diffusion des innovations. D'accord ? Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études économiques pour comprendre que les gains de productivité, les gains tout court, et notamment pour le grand public, c'est par l'innovation que vous les avez. Hein ? Je reprends ma carte vitale. Ça ne me permet même pas d'avoir une ordonnance numérique. Je suis obligé que le médecin il me donne une ordonnance pour que j'aille faire ma radio. Non, mais je vous assure, on vit 30 ans en arrière. On n'est même pas capable... Et vous savez le pire, c'est que dans la haute administration, on est super fiers de dire qu'on a la base de données la plus extraordinaire au monde, avec l'assurance maladie. Ce qui est vrai sur le papier, mais comme on n'en fait rien, parce que le système n'a pas été restructuré pour en faire quelque chose, donc il y a un gâchis absolument colossal. Alors tout ça va finir par un grand message d'espoir, parce que là, c'est les mauvaises nouvelles de ce qu'on ne fait pas. Mais si vous faites ça, ce que font la plupart des pays, hein, mais tout d'un coup, vous avez des gains qui vont être absolument colossaux. OK. Alors, démographie rapidement, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir, et so what, hein, c'est alors, et donc, oui, un vieillissement qu'on n'a jamais connu, qu'on connaîtra d'après les experts, sauf les transhumanistes, évidemment, probablement jamais. Qui est un passage de 20 à 33%. On a mis des millénaires pour que l'humanité vive, 20% de la population vive au-delà de 60 ans. Donc on était à 20% en 2000. Et puis 2005, 2010, on était à 25%. On est à 27% et on va être à 33% demain, 2040. D'accord ? Les plus de 75 ans vont doubler entre aujourd'hui et 2050. Plus de 75 ans, passer de 6 millions 200 000 à peu près 12 millions. Ah, et c'est du brutal, mais les données INSEE 1990 le prévoyaient parfaitement. C'est bien un truc qu'on sait prévoir, c'est la démographie. Alors ça change quoi ? Au-delà de dire « Ah ben ouais, on va avoir une explosion de la demande », ben, ça change qu'il faut changer son fusil d'épaule dans la stratégie. La stratégie qui attend que le risque soit exprimé, parce que c'est vrai pour je travaille sur toute la protection sociale, c'est vrai pour tous les risques sociaux. Prenez le chômage qui augmente, le chômage qui s'allonge, la retraite qui s'allonge, la précarité qui s'allonge, tout s'allonge. Donc il faut changer la stratégie. Et quand ça s'allonge, il ne faut pas attendre que le risque soit exprimé. Il faut travailler en amont. Il faut aller en amont. D'accord ? Il faut donc reporter l'expression du risque qui, comme l'a dit très bien David Lisnard, on ne va pas l'empêcher dans la plupart du temps. Mais si vous le reportez, c'est gagné. Hein ? Je suis revenu des États-Unis dans l'année 2006, il y avait une espèce de délire autour de l'épidémie qui arrivait d'Alzheimer. Parce qu'on a regardé mécaniquement, on s'est dit, mais comme on avait l'expression d'Alzheimer est autour de 76 ans ou 75 ans, à cette époque-là, on s'est dit, mais voilà, quand on regarde le truc, on n'aurait jamais réussi à gérer ça. Puis en fait, elle n'a pas eu lieu, même si ça augmente, parce qu'aujourd'hui, c'est 83 ans.
l'entrée moyenne dans Alzheimer pour ceux qui l'ont. Bon, eh bien c'est comme ça. Donc il faut changer de stratégie de gestion de risque avec une stratégie en amont qui a le but de maximiser l'espérance de vie en bonne santé. Enfin, jusque-là, vous suivez tous. Hein? Si on invite une classe de CE1, ils suivent tous. Bon. Non mais parce que, si vous voulez, moi je parle plus de prévention. Mais comme c'est quand même pas ce qu'on fait du tout, sur le truc, il y a un moment, je ne sais plus comment le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc qui s'impose à nous. On est dans un système qui est complètement contraint. Une fois qu'on aura défilé les 5 défis, vous verrez qu'on peut tous avoir des idées super, mais on est dans un système super contraint. C'est pour ça que la santé de gauche, la santé de droite, la santé du centre me fait toujours sourire. On peut avoir quelques sensibilités différentes, mais bon, il y a l'existant et puis il y a les contraintes. Et là, vous n'avez pas tellement... Si vous voulez être dans la régénération d'un modèle, je peux vous dire que vous n'avez pas l'embarras du choix. Bon. Donc, allongement d'espérance de vie en bonne santé, gestion du risque santé tout au long de la vie, c'est un changement stratégique. Ce qui tombe bien dans ce changement stratégique, c'est qu'on va enfin pouvoir réduire les inégalités sociales de santé. Il y a un truc qu'on n'a jamais réussi, même au plein boom de notre système de soins pour le XXe siècle, le système de santé pour ce qui est devant nous, qui est encore un système de soins, ça a été dit avant, c'est que vous avez des inégalités sociales de santé qui ont perduré. Pourquoi ? Entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, vous savez la différence d'espérance de vie en France, 13 ans. 13 ans. Bon. Donc, et pourquoi ? Parce qu'en fait, les inégalités sociales de santé, c'est pas dans le soin. Globalement, malgré le déclin du système, vous avez un cancer. Globalement, vous êtes encore, vous soyez riche, pauvre, tout ça, encore le noyau dur de la solidarité. C'est pas que notre système est encore présent, c'est qu'on a ce noyau dur de la solidarité. Vous êtes pris en charge. Okay ? C'est avant. Le gradient social s'exprime avant. Ce qui fait qu'en effet, il y a un gradient social sur à peu près les principaux facteurs de risque. Près de 40% des ouvriers fument contre 15% des cadres, etc. Bon, il faut le faire. Et puis, c'est évidemment un enjeu économique parce que c'est là où vous allez maîtriser la dépense. L'action en amont, qu'on appelle la prévention, le maintien en bonne santé, c'est un modèle économique. Si vous le mettez en place, vous arrivez à maîtriser les dépenses par l'investissement en amont. D'accord ? C'est pas gratuit, là, parce qu'on me dit... Mais on a été mauvais, les économistes aussi, là-dessus, puisqu'on n'a pas su... Et puis même des confrères qui n'étaient pas convaincus. Pour vous dire, on disait, c'est Abraham Lincoln qui disait sur l'éducation, on a mis du temps à convaincre qu'il fallait investir dans l'éducation. On a dit à quoi ça sert que tout le monde soit éduqué, il peut y avoir une classe dominante, une classe dominée en éducation, ça fonctionne. On a mis du temps à montrer ça. En santé, on en est là encore. C'est-à-dire à démontrer qu'en fait, oui, sur le plan économique, c'est vraiment plus rentable d'investir en amont. Sur le plan épidémiologique, là, il y a un vrai changement, c'est qu'on est passé risque court à risque long. Ça change quoi ? Qu'on soit maintenant à 80% sur les pathologies chroniques. Quand on réfléchit au modèle, ça change quoi ? Et c'est pour ça que ce n'est pas une réflexion économique, le passé sur le besoin. C'est qui est le principal gérant du système quand vous êtes sur quand vous êtes sur un risque long ? Est-ce que c'est le médecin, l'infirmier, le kiné, l'offre ? Ou est-ce que c'est celui qui porte le risque ? Celui qui porte le risque. Donc vous êtes obligé de le mettre au centre. Vous êtes obligé de le mettre au centre parce que si vous voulez agir sur le maintien en bonne santé, c'est pas un truc que de médecins, d'infirmiers. C'est quand même avant tout un truc de mode de vie, d'hygiène de vie, aussi génétique, mais beaucoup d'hygiène de vie. Et quand vous êtes malade, si vous voulez qu'il gère bien son diabète pendant 20 ans, il vaut mieux lui donner les capacités de le faire à 100% du temps et pas à 0,01% quand il va voir son professionnel de santé. Donc ça change le pilote. Donc ça change l'organisation des soins. Je peux piloter l'offre de Paris, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Ségur, c'est un centre de pilotage d'hôpitaux et de professionnels de santé, rien d'autre. Allez demander les besoins de santé à Ségur de tel ou tel territoire, de Cannes et de machin. Ils vont vous dire, attendez, là, revenez dans 6 mois parce qu'il faut qu'on fasse travailler tout ça. Bon, là, évidemment, il faut territorialiser et partir du territoire et des besoins. Bon. Technologie, c'est une révolution technologique qui est tellement importante qu'on ne l'a juste pas implantée dans la santé, ou très peu.
ou très peu. Je suis sûr qu'ici, vous êtes l'essentiel et convaincu que le numérique, que l'intelligence artificielle, c'est bon, comme la CNAM est convaincue et comme le ministère de la Santé est convaincu. Enfin, je suis désolé de vous dire que l'usage du numérique, de l'intelligence artificielle en France est à un stade embryonnaire par rapport à ce qu'on pourrait faire. Vous savez qu'il n'y a pas une équipe de développement, une équipe d'IA, par exemple, à la CNAM. Ça les intéresse à peine, parce qu'ils pensent que ça coûte cher. Je ne veux pas accabler la CNAM plus que ça, mais ni d'ailleurs, ni à Santé publique France. Allez voir Enfin, je veux dire que si tu es en responsabilité, comme on dit, enfin, une des premières choses que je ferais, c'est quand même de muscler très, très, très sérieusement cette aile-là. Et je suis le premier à dire qu'attention, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Enfin, ne pas utiliser aujourd'hui toutes ces technologies dans son maximum, c'est évidemment une grosse erreur. Il y a une notion écologique. Il faut aller vers de la sobriété, mais ça tombe bien parce que c'est ce qu'on doit faire avec cette action en amont. C'est tellement incroyable d'en être arrivé là. Pourtant, la grande majorité partage l'importance et l'urgence de ces défis, mais rien ne se passe, faute de propositions pérennes. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire on ne fait rien depuis 25 ans, on fait plein de choses. À mon avis, on a fait une erreur stratégique. Le tout État conduit là où il nous conduit, sur le plan de la gouvernance. Mais on fait plein de choses pour essayer de territorialiser, pour essayer de développer des technologies. On fait plein de choses. Mais c'est un chouïa par rapport à un environnement qui, à lui, fait un bond. C'est comme si on avait avancé d'1 centimètre avec un environnement qui a avancé de 5 mètres. Donc ça ne se voit pas. Il n'y a pas d'impact. La logique techno, c'est que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je le vois quand je discute avec eux, c'est qu'en fait, ils disent « Ouais, mais toi, tu dis ça, mais regarde, personne me dit, moi, dans les politiques, dans les machins, faut changer le système, faut... » Personne. Puis pas beaucoup dans les soignants non plus, d'ailleurs. Okay, pour ça qu'on est là. Et puis, la logique politique, on va dire, c'est que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ben oui. Si vous regardez, on rajoute toujours de l'argent, on met toujours un peu plus de contraintes. Là, on va voir qui va être l'heureux élu, mais on veut dire que ça va être... Déserts médicaux, on va régler ça. On va attacher au piquet les médecins. Ça suffit maintenant, les médecins. Voilà. On en est là, on n'a plus que ça comme moyen pour essayer de tenir le modèle. Okay, donc, il faut regarder un peu plus large. Faire assez vite, mais il faut quand même qu'on le fasse. Alors, tu réfléchis au modèle, on essaie de modéliser. Pour voir si les actions vont dans le bon sens, on en est, nous, là, sur cette modélisation-là, où il faut changer le quoi, qui est quand même le paradigme, c'est-à-dire les facteurs sous-jacents du modèle, le qui, le comment et le pourquoi. Alors, le pourquoi, ça a été dit, mais je le redis quand même, c'est qu'on n'est pas sur une réforme marginale, technique. On est sur quelque chose qui touche l'essentiel de la société. L'humain, l'économique, le technique, l'industrie, la recherche. On oublie toujours, mais c'est tout ça, la santé. Et si vous n'êtes pas bon en recherche, pas bon en industrie, vous n'avez pas un bon système de santé. Au XXe siècle, si on a été très fort, c'est qu'on était très fort sur le service, l'industrie et la recherche. Parmi les meilleurs au monde, on n'était pas lambda. On était toujours dans les 2-3 premiers. Dans ces 3 domaines-là. Et on a régressé dans ces 3 domaines-là. Donc, il est obligé de considérer l'ensemble. Okay, le quoi, je l'ai dit, c'est que c'est plus le soin, c'est cette santé globale. Le qui, c'est plus, en effet, le professionnel de santé, c'est le citoyen. C'est lui qui porte le risque. C'est vers lui qu'il faut aller. On a ici présidente du plus grande association de patients qui est là, qui se bat aussi pour ça. Mais, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'idéologique ou de bonnes paroles. Après, nous, on est très clair. S'il y a mieux, il faut prendre mieux, ce qu'on a fait. Mais je serais surpris qu'on puisse ne pas aller dans ce sens-là. On peut le faire peut-être différemment dans la déclinaison. Comment? C'est cette démocratie qui est une démocratie augmentée, en fait. Oui, il faut que l'État soit fort là où il doit être fort, où il est très faible aujourd'hui. C'est dans la détermination d'objectifs de santé publique, dans la budgétisation à 5 ans, dans les questions régaliennes. J'ai presque fini, Christelle, 1 minute. Les questions régaliennes de santé sur lesquelles l'État et personne d'autre ne peut faire. Et puis, il faut qu'il délègue le reste. Qu'il délègue. D'accord ?
On a les structures pour déléguer. Donc la démocratie augmentée, c'est que c'est une démocratie représentative forte, que les députés, je sais qu'ils sont très inquiets quand on dit qu'il faut faire de la participation, mais là, encore une fois, c'est une contrainte. Si vous ne responsabilisez pas les acteurs, vous n'avez pas un système de santé qui fonctionne. Et notre système aujourd'hui a complètement déresponsabilisé les acteurs qui font tourner le système, qui attendent aujourd'hui que des technos donnent, pilotent. Ça ne peut pas marcher. Mais y compris, je ne mets pas que les professionnels de santé dans un hôpital. Est-ce que le directeur d'hôpital, alors évidemment celui de Cannes, je suis sûr que oui, mais est indépendant? Évidemment que non. Évidemment que non. Bon, mais ils s'exprimeront après. Voilà, donc tout ça pour le dire. Alors comment on le décline? Parce qu'après, une fois qu'on a tout ça, jusque-là, honnêtement, mais on peut être à peu près sûr de nous. Après, le problème, c'est OK. Donc maintenant, comment on met ça en place? C'est ça qui est un peu plus compliqué. Alors, la notion de service public est clé, de délégation de service public. Sur le plan organisationnel, on recommande la mise en place d'un service public territorial de santé. Vous ne pouvez pas, en effet, piloter ce nouveau système de santé entièrement de l'avenue de Ségur. Il faut qu'il y ait une gouvernance centrale. Il faut qu'il y ait une part de jacobinisme. Nous, on n'est pas là pour faire la révolution. L'État, il restera toujours jacobin. Mais ça a du bon. Mais si on l'utilise pour ce que ça a de bon, c'est-à-dire de concentrer des forces vives pour projeter le système en avant, pour faire des choix. On ne peut pas courir tous les lièvres. Faire des choix. Bon. Mais ensuite, il faut déléguer à des forces qu'il faut structurer. Et comme c'est plus à l'hôpital que tout se passe, même si l'hôpital restera un élément essentiel, mais on ne peut pas aujourd'hui raisonnablement considérer que c'est à l'hôpital que l'essentiel va se passer. L'hôpital va être un élément de recours à défaut d'avoir pu agir ailleurs. Et ce défaut, il va être de moins en moins fréquent. Je me projette à 50 ans. D'où ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Ce n'est pas un truc d'un télo, hein, ça existe. Bon. Donc la première chose à faire, c'est de territorialiser, en effet. Depuis 30 ans, on territorialise, en fait, en oubliant juste un truc. Et là, ça va être bien connu des gens de terrain. C'est qu'en fait, un territoire, c'est une approche napoléonienne. Comment il a fait Napoléon pour territorialiser son administration? Il a créé les départements. Comment il a créé les départements? Il a dit, moi, je veux qu'on puisse faire un tour à cheval en une journée. C'est-à-dire, en gros, je veux que toutes les administrations et les choses, ça soit accessible, ça soit tangible, que ça parle aux gens. Un territoire de santé, ça doit parler aux gens. Et c'est à l'État d'organiser ça. C'est assez compliqué, mais c'est la première chose à faire si on veut territorialiser. Aujourd'hui, on a territorialisé, on a créé mais les GHT, les CPTS, les machins, mais sans territoire. Sauf des territoires virtuels qu'on a créés qui ne veulent rien dire, puisqu'il n'y a pas un Français qui connaît sa CPTS, sa GHT, son GHT, son truc. Il n'y en a pas un. C'est pas fait pour eux. C'est fait pour... Comment ? Bon. Non, mais je sais bien, c'est des trucs que les médecins défendent vachement et tout le truc, mais toujours cloisonné. Toujours, comme on donne un pognon de dingue à ça. 300 000 euros par CPTF, c'est pas trop ce que ça fait, mais on donne de l'argent parce qu'on veut des résultats chiffrés. On veut 1000 CPTS. Bon. Donc, il faut des territoires de santé, mais qui soient identiques pour tous. Il n'y a pas un territoire pour des médecins libéraux, il n'y a pas un territoire pour des hôpitaux, il y a un territoire pour des gens. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est un travail à faire qui n'est pas à faire, mais qui n'est pas fait. Donc on est toujours sur de la territorialisation qui est virtuelle. La deuxième chose, c'est la notion de service public, qui est essentielle. Le seul service public, ça a été dit, qui est considéré par l'État, c'est l'hôpital. Dès qu'il y a un problème, on considère que seul l'hôpital a ce support universel. Comme si les médecins généralistes, les infirmiers, les trucs participaient pas à un service public. Le service public, c'est continuité du service, accès à tous et mutabilité. Enfin, tous les acteurs qui sont financés par la Sécu, et c'est bien normal, en fait, participent depuis longtemps au service public. Mais il faut le structurer, ce service public. Donc c'est un service public qui génère des droits et des devoirs, une liberté, une responsabilité identiques pour tous. Qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Moi, je donnais pas très cher à pouvoir faire cohabiter la fonction publique avec les libéraux.
On a créé au début, ni eux d'ailleurs. En fait, on a dit, attends, on va juste réélever un truc, c'est que liberté de choix de son mode d'exercice, okay, chacun choisit librement son mode d'exercice. Vous voulez être en libéral, tu es en libéral. Tu veux aller dans la fonction publique, tu veux être fonctionnaire, tu vas être fonctionnaire. Pas de problème, tu veux être salarié, tu veux être... C'est pas le problème. Par contre, tu vas remplir des missions qui sont identiques. Ça, c'est la façon de décloisonner. Ce qui fait que vous décloisonnez les territoires. Puisque vous n'avez pas une fonction publique qui est emmurée à l'hôpital, vous avez une fonction publique qui peut aller dans les territoires. Comme vous n'avez pas des médecins libéraux qui sont quelque part emmurés dans leur cabinet, parce que tout le monde est dans un territoire. Je ne vais pas détirer, mais quand vous tirez la ficelle, vous voyez bien. Alors, certains peuvent grincer un peu, mais conceptuellement, c'est ça qui garantit que vous restez dans un modèle mixte avec une liberté de choix de son installation, une liberté de choix de son mode d'exercice, sans faire grincer les dents, parce que ça se fait en même temps, comme dirait l'autre, que d'assurer le service public. Donc il n'y a pas de problème. Mais sans quoi, il y a un problème. Je passe vite. La régénération de la gouvernance. L'État, loi d'orientation et de programmation sanitaire, ça s'est passé, tout le monde en parle, le truc, mais enfin, il faut qu'il y ait tout le reste. Réorganisation de l'État, toutes ces agences, on les regroupe dans une grande agence nationale de santé publique, avec un directeur de cette agence qui est un expert de santé publique, qui a une action interministérielle, donc il y a une notion de ministre délégué à la santé publique. Là, c'est l'expert qui pilote ça, et puis il y a un ministre de la Santé qui est un politique. Parce qu'on a compris que la santé, c'était politique, c'est pas simplement du soin. Bon. Donc il y a peut-être une autre façon de faire, mais en voilà une. Puis il y a une autre autorité de santé qui regroupe l'évaluation de l'ensemble des produits et autres. Il n'y a plus d'ANSM, de machin. Enfin, c'est un truc qui est cadré. Okay, donc vous réorganisez l'État. Dans les régions, je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent, enfin, on a un truc qui marche quand même super bien, puisqu'on a dit qu'on avait délégué, c'est pas l'État. Ça s'appelle comment ? Les préfectures. Enfin, pourquoi la santé n'aurait pas un service de santé publique dans les préfectures ? Parce que vous ne pouvez pas demander à l'État de déléguer, d'être en retrait, et d'avoir 2000, 4000 personnes qui sont là pour aller être interventionnistes et aller, bon, je ne dirais pas des gros mots, mais bon, en tout cas, s'occuper que tout aille bien, soi-disant. Donc évidemment, il faut arrêter cette expérience qui est un échec patent d'agencification. Mais il y a des gens formidables dans les agences, mais ils seront juste dans un service de santé publique, dans la préfecture régionale, préfecture départementale. Enfin, ça ne paraît pas être un problème. Donc c'est de la délégation ensuite dans les territoires. L'assurance santé, vous voyez, on appelle encore l'assurance maladie. Enfin, j'ai plus de temps, mais c'est très symptomatique. Le ministère de la Santé et de la Prévention, qui est une vraie connerie, le ministère de la Santé, ça inclut la prévention. Mais pour dire, parce que tout est que de la com', qu'on fait de la prévention, on rajoute de la prévention. Mais, putain, du coup, on lit la fameuse définition de l'OMS, enfin, la santé, mais ça choque personne, tout le monde se fout, mais c'est pourtant choquant. Et à côté de ça, l'institution phare qui porte l'essentiel du truc, assurance maladie. Et l'assurance maladie, tous les jours, vous dit, moi, la prévention, je développe la prévention, mais vous voyez que vous allez me dire, c'est symbolique, mais symbole, ça compte. Bon. Donc, bref, une assurance santé qui est en fait l'intermédiaire entre le territoire et l'État. C'est elle qui pilote les territoires au nom de l'État pour mieux laisser le territoire autonome. Et quand on dit autonome, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut, évidemment qu'il y a un cadre. Mais ce cadre permet l'autonomie du territoire. Et ça, c'est l'organisation du territoire. Vous avez 4 acteurs, professionnels de santé, institutionnels de santé, citoyens, élus locaux. Il y a une cogestion de ces territoires. Alors on me dit, ah ouais, mais là, c'est compliqué, ton truc. Non mais, enfin, je sais pas, tout le monde n'a pas lu également et tout le monde n'a pas à le lire. Enfin, c'est 4 parties qui font partie d'un tout. Un tout est toujours un ensemble de parties qu'on relie. La difficulté de ces organisations, c'est justement de gérer la complexité et de créer des liens. Pas que chacun soit isolé. Ben oui, mais sinon tu laisses chacun isolé et il se passe ce qui se passe actuellement. Okay, c'est qu'il n'y a pas de coordination, il y a une coordination qui n'est pas du tout fluide. Donc c'est pas que c'est complexe, c'est que vous êtes condamné à relier les parties pour faire système. D'accord ? Régénération du mode de financement.
Enfin, ce système est absolument absurde. C'est le seul au monde, il y a des exceptions. Moi, j'aime bien quelquefois qu'on a des exceptions qui, bon... Mais la bouffe, je sais pas moi, mais bon, le pinard, mais ça, non. Non, avoir un assureur public qui complète un assureur privé qui complète un assureur public, personne ne s'est risqué à cette bêtise. Mais on ne s'est pas arrêté là. C'est qu'on a poussé. Alors pourquoi est-ce que ça existe? Pas parce que les gens sont bêtes. C'est parce qu'on y a été contraint. Parce que quand on a créé la Sécu, il y avait les mutuelles avant qui géraient l'essentiel, historiquement. Donc il fallait faire quelque chose des mutuelles. Donc on leur a trouvé une place. Délégation des régimes obligatoires. Et puis on a dit, tu vas compléter ce que lorsque l'assurance maladie va faire. Tout. Bon. Donc aujourd'hui, on se vante du reste à charge le plus faible au monde. Mais ce qu'il faut voir, c'est le reste à charge après la Sécu. Le reste, c'est un choix politique pour nous faire payer nos soins par des assureurs, ce qui coûte 25% plus cher. D'accord? Et on a poussé le vice jusqu'à faire croire que la santé devenait gratuite. Non mais, je veux dire, 2019, hein, il y a eu 2004, on a fait un contrat dit responsable et solidaire, qui est totalement irresponsable et non solidaire, puisqu'en fait, on rembourse les tickets modérateurs, qui sont l'élément de responsabilité du financement, qui est de dire, tu vas financer une partie des soins courants, sauf si tu as une pathologie grave, si tu as une femme enceinte, et si tu n'as pas d'argent. C'est ça le cœur de la responsabilité. Le cœur de la solidarité, c'est de la responsabilité. Il n'y a pas de solidarité sans responsabilité. Quand vous êtes dans un système qui déresponsabilise les assurés en leur faisant croire que la santé est gratuite, c'est très populiste. C'est très populiste. Hein, bien qu'on dise qu'il y a des courants populistes qui montent, mais le populisme, il est au cœur. Et je ne parle pas c'est depuis 20 ans. Hein. Il est au cœur, en santé. Hein, je ne fais pas de la politique, je parle de santé. Mais il est au cœur du système de santé. D'ailleurs, dire j'ai donné de l'argent à l'hôpital public, les populistes ne savent dire que ça. Mais c'est bien ce que font les gouvernements depuis 20 ans. Dire de faire de la prévention sans en faire, c'est pareil. Enfin, vous pouvez prendre comme ça. On ne fait que du... Et ça, c'est que du populisme. L'État a nourri et créé une rente au service des assureurs, qui s'est magnifiquement servi. C'est la chose. Mais c'est absurde et ça coûte très très cher. Hein, pour les dépenses publiques, pour les entreprises, 10 milliards d'euros pour les entreprises. Les contrats collectifs, c'est super quand on est actif. C'est super. On peut s'acheter 3 paires de lunettes, d'ailleurs. Et les opticiens, ils offrent 2e paire gratuite. Enfin, vous voyez l'absurdité du système. Mais on vit avec. Sauf que là, ça commence à faire un peu mal, parce qu'évidemment, on arrive, comme les autres systèmes, à la fin du modèle, 8% d'augmentation l'année prochaine, sans que ça n'améliore le moins du monde la qualité de la couverture. Okay ? Donc les classes moyennes, en particulier les retraités, dehors. Le système est plus viable pour elles. Ça n'a plus aucun intérêt pour un retraité de la classe moyenne d'avoir une complémentaire santé. Je peux vous le dire économiquement, et je vous m'amener tous les cas que vous voulez, je vous le démontre. Plus aucun intérêt. D'accord ? Donc il faut quoi ? Il faut passer à un assureur unique. Il y a l'assureur public et il y a les assureurs privés. Moi, je ne suis pas pour suppression des assureurs privés, que beaucoup dans le débat, évidemment, disent, mais bon, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, on a une chance d'avoir une force d'assureurs privés. Utilisons-la, mais à bon escient. Donc vous avez 80% des dépenses sont remboursées par l'assureur public, soit l'essentiel des dépenses, comme aujourd'hui. Et puis, dans le reste... vous imposez quelques prises en charge par les assureurs privés, sur le dentaire, sur le truc, comme ce qu'ont fait les Allemands, par exemple. Bon. Et puis surtout, vous mettez vraiment en concurrence le secteur privé pour qu'il soit incité à développer des services de prévention pour ses assurés. Ils n'ont pas à s'occuper de l'offre de soins, ils ont à s'occuper de leur assurer. Bon, voilà. Modèle assez simple à changer. Mais c'est évidemment essentiel. Associer la recherche et l'innovation, on vous dit l'innovation est au cœur de la chose. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire. En conclusion, je laisserai Christelle parler un peu du système, faire une conclusion sur ce que j'ai entendu en débat en venant ici. Il y avait un débat où il y avait la phrase « l'homme est condamné à être libre ». Attendez, en voiture tout à l'heure. Tout le monde sait de qui c'est, non ? Ou quelques-uns ? Non ? Non ? L'homme est condamné à être libre. Pourtant, il y a des cours de philo, monsieur le maire. Hein ? Bon, Jean-Paul Sartre. D'accord ?
Ah, bon, voilà, dès qu'il n'y a pas des libéraux, tout de suite, ils sont exclus. Pas bien, pas bien. Bon. En effet, c'est pas un libéral. Mais l'existentialisme, c'est aussi assez intéressant. C'est l'existence qui précède l'essence, tout ça. Il y a pas, l'homme n'est pas prédéterminé. D'ailleurs, en effet, Sartre était marxiste, mais le mec considérait qu'il n'y avait aucun déterminisme dans l'être humain. Alors que Marx considère par excellence que l'homme est prédéterminé. L'homme est un consommateur et un producteur, et il est prédéterminé. Bon, donc on s'accroche aux arbres. Mais c'est pas là-dessus que je voulais venir. Cette notion-là, qu'est-ce que ça veut dire, l'homme est condamné à être libre? C'est qu'en gros, il était aussi pour un peu, non pas abîmer, mais limiter la notion de liberté en disant toute liberté radicale, est-ce que parce que vous êtes libre, vous pouvez faire ce qu'a fait les aficionados de Trump, marcher sur le Capitole, ben, je suis libre et donc je marche sur le Capitole. Ben non, comme vous ne pouvez pas marcher dans l'Assemblée nationale comme vous voulez. Donc il y a des règles. Vous êtes libre, mais il y a quand même des règles, il y a un état de droit. Ça a été conçu pour que chacun puisse être libre, liberté jusqu'à ce que vous ne nuisez pas à l'expression de l'autre, mais dans des règles. Et ça m'a fait tilt parce que je trouve que c'est intéressant de l'appliquer en santé. Notre système veut des gens libres dans le système de santé, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de santé. Mais est-ce que vous croyez que pour autant, la liberté veut dire, et en particulier dans le nouveau modèle, que vous pouvez faire n'importe quoi? Ben non. Ben non. Donc il faut qu'il y ait bien une liberté qui soit soumise à des incitations plutôt qu'à des sanctions ou à des obligations, à des guides plutôt qu'à des contraintes, mais qui fasse en sorte que cette liberté s'exprime dans un cadre qui optimise son capital santé. Et plus vous êtes dans une classe sociale défavorisée, socio-éducative défavorisée, plus il faut que le système soit performant là-dessus. Et donc, c'est ça le nouveau système de santé. Et je me disais, parce que je suis convaincu de ça depuis longtemps, c'est que la principale transformation de tout ça, elle est ni médicale, ni technique, ni économique, ni politique, elle est sociale. Elle est sociale. La transformation des systèmes de santé sociale, c'est une transformation sociale, parce que plutôt que de s'arc-bouter sur les professionnels de santé, qu'il faut qu'ils changent, qu'il faut qu'ils s'adaptent, c'est sur l'individu. Parce que c'est l'individu qui doit s'adapter par rapport à cette nouvelle stratégie. Je vous remercie.